Je m'appelle Tori Meyers, et j'avais 32 ans, la nuit où toute ma famille a pâli, lors d'une fête que j'organisais. L'histoire commence vraiment 7 ans plus tôt, lors d'un dîner dominical, à Seattle. C'est ce soir-là, que mes parents ont offert mon petit ami à ma sœur, autour d'un rôti, de la même façon que l'on fait passer un plat de service, le long de la table. Ils ont décrété quel était le meilleur choix. Elle avait une vraie carrière. Moi, je n'avais qu'une table de mixage, et une bonne oreille. Et pour eux, cela revenait exactement à n'avoir rien du tout. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement commencé à faire mes valises. Aucun d'eux ne savait, aux côtés de qui je ferais mon entrée, 5 ans plus tard, devant tous ceux qui comptaient vraiment. Ils ignoraient également ce qu'une simple chanson, scotchée au mur, allait provoquer dans une salle, où ils n'auraient plus jamais les moyens, de se permettre d'arriver en retard. À l'époque, j'avais 25 ans, et je faisais le service de nuit, dans un petit studio d'enregistrement, près de l'avenue Aurora. Je gérais la console pour des podcasteurs, des comédiens de doublage, et, de temps en temps, un groupe de musique qui avait réussi à rassembler 200 €, pour une soirée. J'étais doué pour ça. Je pouvais repérer une voix fausse, avant même que le chanteur ne termine sa première ligne. Je pouvais isoler cette unique fréquence, qui rendait un mixage brouillon, et la retirer proprement. Mon patron disait de moi, que j'étais la meilleure oreille qu'il ait embauchée, depuis une décennie. Ma famille, elle, appelait ça ma phase. C'était le mot qu'utilisait ma mère, Sharon. Elle le prononçait de la même manière, que d'autres auraient dit la grippe. Comment se passe la phase studio, ma chérie? Mon père, Glenn, ne posait même pas la question. Il se contentait de me faire un signe de tête, comme on le ferait à un enfant, qui cherche encore sa voix. Puis, il se tournait vers ma sœur, et son visage s'illuminait. Rachel avait 2 ans de plus que moi, et elle était pharmacienne. Un salaire stable, une blouse blanche, et un badge nominatif, avec des lettres derrière son nom. Dans notre famille, ces lettres signifiaient que vous étiez quelqu'un. Une carrière n'était pas quelque chose que l'on aimait. C'était un mur, que l'on construisait, entre soi et le désastre. Je ne comprenais pas encore, pourquoi ce désastre leur semblait si proche, ni pourquoi chaque choix devait être évalué, en fonction de la pire année possible. Je savais seulement que, dans notre maison, l'amour était agrafé à un titre de poste, et que le mien, apparemment, ne faisait pas l'affaire. Je me disais que cela ne me dérangeait pas. J'avais tort sur ce point. Tout comme on a tort au sujet d'un bruit, qu'on a cessé de remarquer, simplement parce qu'il ne s'arrête jamais. Le dîner du dimanche n'était pas facultatif, dans la maison des Meyers. À 18 h, chaque semaine. Aucune excuse, ma mère n'en acceptait aucune. Sharon dirigeait ses dîners, comme un petit dictateur. Et son arme favorite, c'était les marque-places. Elle les écrivait à la main, à l'encre bleue, sur de petites cartes pliées, qu'elle gardait dans un tiroir. La plupart des familles n'attribuent pas de place, à leur propre table de cuisine. Nous, oui, et les places ne changeaient jamais. Mon père en bout de table, ma mère à sa droite, Rachel à côté d'elle, assez près pour la toucher, et moi, chaque semaine, tout au bout de la table. C'était la chaise la plus proche de la cuisine, d'où il fallait se lever pour remettre de la sauce, sans que personne ne vous en remercie. J'étais une femme adulte, avec un emploi et un bail, et j'héritais toujours de la place des enfants. Je l'ai fait remarquer une fois, à voix haute, vers l'âge de 23 ans. Pourquoi suis-je toujours assise ici, près de la cuisinière, ai-je demandé. Ma mère n'a même pas levé les yeux. Parce que quelqu'un doit être près de la cuisine, a-t-elle répondu. Et Rachel est toujours si fatiguée, par son travail. Rachel a souri, en regardant son verre d'eau. Le travail. Encore le mot magique. Je me suis convaincu que cette place n'avait aucune importance, que ce n'était qu'une chaise. Juste un carton avec mon nom, rédigé de la belle écriture de ma mère. Ça a toujours eu de l'importance. Une table vous dit tout, sur votre place au sein d'une famille, bien avant que quiconque ne prononce un mot. Je n'avais simplement pas encore appris, à lire la mienne. Ça viendrait. Et des années plus tard, dans une autre ville, ce serait moi qui tiendrais le stylo, celui qui déciderait qui s'assoit où. Cela faisait alors 3 ans, que j'étais avec Brandon. Il était facile à aimer, et il était facile de s'inquiéter pour lui. Il vendait des assurances, ce qu'il faisait mal, et il changeait d'emploi, comme d'autres changent de playlist.
Ses salaires arrivaient par vagues, tout comme sa confiance en lui. Mais il était chaleureux, et il riait à mes blagues. Lors des bonnes soirées, il s'allongeait sur le sol du studio, pendant que je mixais, pour me dire que mon travail sonnait comme la pluie. Je croyais que nous construisions quelque chose. Ma famille, elle, voyait un homme, qui n'était qu'à un mauvais trimestre, de finir par dormir dans sa voiture. Il n'avait pas tout à fait tort, au sujet de Brandon. Et c'était bien là, le problème. Ma mère a commencé par de petites remarques. C'est un garçon tellement gentil, disait-elle. Mais un homme doit subvenir aux besoins, Tori. Puis, elle laissait la phrase planer. La semaine suivante, c'était l'hôpital de Rachel embauche, au service facturation. Tu sais, Brandon devrait postuler. Brandon, qui détestait être dirigé, a commencé à se resservir 2 fois, lors du dîner du dimanche. Il a commencé à donner raison à mon père, concernant le marché immobilier. Il s'est mis à regarder ma sœur, qui ne s'était jamais souciée du loyer, de la même manière qu'un homme transi de froid, regarde une cheminée. J'ai vu les choses se produire. Je veux que vous sachiez, que je n'étais pas le genre de fille, à ignorer l'évidence. Je croyais simplement qu'aimer quelqu'un pendant 3 ans, vous accordait un droit de vote, dans votre propre vie. Dans ma famille, ce n'était pas le cas. Il n'y avait aucun vote, à cette table. Il n'y avait que ma mère, qui faisait les comptes, pendant que le reste d'entre nous, apprenait ses mathématiques. C'est arrivé un dimanche ordinaire, entre le rôti et la tarte. Brandon était là, ainsi que Rachel. Et je n'avais aucune idée, que j'allais assister à la réattribution de ma propre vie, autour de cette table. Mon père a posé sa fourchette, et s'est éclairci la gorge, comme il le faisait avant les grandes annonces. Nous avons discuté, a-t-il déclaré, et nous, m'indiquait déjà, que je n'en faisais pas partie. Il a regardé Brandon, et non pas moi. Un homme de ton âge doit penser à la stabilité, à un avenir sur lequel il peut compter. Ensuite, il a jeté un coup d'œil au bout de la table, en direction de Rachel, puis est revenu à Brandon. La phrase entière s'est terminée d'elle-même, avant même qu'il ne la prononce. Rachel est installée. Elle est posée, et elle est stable. Ma mère est intervenue, douce comme une lame, s'enfonçant lentement. Nous pensons simplement que vous deux, cela a plus de sens, mon chéri. Tori se cherche encore. Brandon n'a pas protesté. C'est cette partie-là, qui a brisé quelque chose en moi. Il a baissé les yeux, vers son assiette. Rachel a regardé Brandon, et mon père a prononcé la phrase, que j'allais porter en moi, pendant 7 ans. La phrase qui a décidé de tout, pour la suite. Simple comme bonjour. Elle est mieux. Elle a une vraie carrière. Personne ne m'a demandé de quitter la table. Ils ont juste continué à parler, comme si je n'y étais pas assise. Je tenais mon verre d'eau, et je sentais la pièce se réorganiser, autour d'une décision qui avait clairement été prise, des jours plus tôt, dans une cuisine, sans moi. Ce n'était pas l'accident d'un seul dîner. C'était un plan, servi à point, et j'étais la seule à table, à ne pas avoir été mise au courant. Je dois revenir en arrière, et vous parler d'Ellie, parce qu'il a plus d'importance que quiconque dans cette histoire, et que vous ne comprendrez pas la fin, sans lui. Ellie Brooks est passé par le studio, il y a environ 7 ans, à l'époque où j'essayais encore de me construire une vie, à Seattle. C'était un auteur-compositeur, fauché de cette manière joyeuse, propre aux jeunes de 26 ans. Il enregistrait des maquettes, sur un temps de studio, qu'il pouvait à peine s'offrir. La plupart des musiciens qui franchissaient la porte, voulaient que je les fasse sonner, comme quelqu'un de célèbre. Ellie, lui, voulait sonner comme lui-même, mais en plus clair. Nous travaillions bien ensemble. Il jouait quelque chose d'à moitié terminé, et j'entendais la direction que le morceau voulait prendre. Alors, il souriait à pleines dents, comme si j'avais lu dans ses pensées. Une nuit, vers 2 heures du matin, alors que nous mixions une chanson que personne n'avait demandé, il s'est arrêté, et m'a regardé. Tu sais, tes oreilles sont un don, n'est-ce pas, m'a-t-il dit. La plupart des ingénieurs entendent du son. Toi, tu entends ce que la chanson essaie de devenir. Personne n'avait jamais qualifié ce que je faisais, de don. Ma famille appelait ça une phase. Mon patron trouvait ça utile. Ellie l'a appelé un don, à 2 heures du matin, sur une chanson qui ne rapporterait jamais un centime, et il le pensait vraiment. Nous étions amis. Ce n'était que ça, à l'époque. Je vous le promets.
Mais il était la première personne à regarder cette chose que j'aimais, pour y voir quelque chose qui méritait le respect. Alors, quand ma famille a mis le grappin sur lui, plus tard, ça ne lui a pas seulement fait du mal à lui. Ça m'a montré exactement de quoi ils étaient capables. Je ne savais pas encore ce qu'ils avaient fait à Ellie. Quand je l'ai découvert, dans une autre ville, cela a changé ma façon de comprendre chaque dîner du dimanche auquel j'avais assisté. Brandon a demandé Rachel en mariage, 4 mois plus tard. Je l'ai appris par un SMS de groupe, de toutes les façons possibles. Une photo d'une bague, sur la main de ma sœur, accompagnée d'une série d'émojis en forme de cœur, envoyés par des tantes, à qui je parlais à peine. Ma mère avait clairement orchestré l'annonce, de la même manière qu'elle orchestrait tout, jusqu'au choix parfait du moment. Je vais vous dire ce que je n'ai pas fait, parce que les gens s'attendent toujours à une histoire différente à ce stade. Je n'ai pas pleuré sur le sol. Je ne me suis pas pointé à la fête de fiançailles, dans une robe rouge, pour faire un scandale. J'avais observé Brandon, dériver vers la douce chaleur du foyer de ma sœur, pendant des mois. Je l'avais vu arrêter de s'opposer à mes parents, pour commencer à être d'accord avec eux. Au moment où la photo de la bague est tombée, l'homme que j'avais aimé était déjà parti, au ralenti, un dimanche à la fois. Ce qui m'a vraiment détruite, ce n'était pas de perdre Brandon. C'était la clarté de la situation. J'ai enfin vu toute la mécanique de ma famille, se dessiner en une ligne très nette. Il n'avait pas choisi Rachel plutôt que moi, parce qu'elle était plus gentille, ou parce que Brandon l'aimait davantage. Il l'avait choisi, parce que sa carrière tenait sur un badge, et pas la mienne. Pour eux, je n'étais pas une personne qu'on avait blessée. J'étais un mauvais investissement, dont ils avaient discrètement retiré leurs fonds. Ma mère m'a d'ailleurs appelé, 2 jours plus tard, pour me dire « J'espère que tu pourras être heureuse, pour ta sœur. » Pas désolée, mais heureuse pour elle, comme si j'avais perdu à pile ou face, et que je devais être bonne joueuse. C'est cet appel qui m'a fait prendre ma décision. Pas la bague, mais ce coup de téléphone. J'ai donné ma démission au studio, et j'ai annoncé à ma famille que je déménageais à Austin. Je n'y étais jamais allé. Je savais seulement qu'il y avait une scène musicale, des loyers moins chers qu'à Seattle, et absolument personne qui ne m'avait jamais assigné une place à table. Je le leur ai annoncé à la table de la cuisine, parce que, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. À quel autre endroit, une famille comme la mienne, pourrait-elle recevoir des nouvelles? Ma mère a posé son café, et elle a ri. Pas d'un rire cruel, ce qui était d'une certaine manière, bien pire. C'était un rire patient. Le genre de rire que l'on accorde à un enfant, qui annonce qu'il va fuguer, pour aller vivre dans un arbre. Austin, a-t-elle lâché? Avec quoi exactement? Ton don. Le mot est sorti, avec de petits guillemets implicites autour de lui. Puis, elle a prononcé cette phrase, que j'allais entendre résonner dans ma tête, pendant les 5 années suivantes, avec le calme d'un bulletin météo, tu reviendras. Les gens comme toi, finissent toujours par revenir. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait, par « les gens comme toi ». Elle m'a répondu, qu'il s'agissait des gens qui courent après des émotions, au lieu de se baser sur des faits. Des gens qui pensent, que vouloir quelque chose, équivaut à le mériter. Mon père fixait ses mains. Rachel n'était pas là. Et sous tout cela, l'espace d'une seconde, j'ai perçu quelque chose d'authentique, sur le visage de ma mère. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Comme si elle observait sa propre version de jeunesse, franchir une porte, pour s'engouffrer dans une mauvaise année. J'ai presque ressenti de la compassion pour elle. Presque. Puis, elle a repris son café. J'ai emballé 2 valises, ainsi que mes enceintes de studio, les bonnes, la seule chose pour laquelle j'avais jamais dépensé de l'argent véritable. J'ai quitté Seattle en voiture, par un mardi grisâtre. Je n'y suis jamais retourné pour y vivre. Pas une seule fois. Austin ne m'a pas déroulé le tapis rouge. Et pourquoi l'aurait-elle fait? Je n'étais qu'une inconnue, venue d'une ville plus froide, avec 2 valises et une paire d'enceintes. J'ai loué la moitié d'un garage, à un type nommé Dal, qui restaurait des motos dans l'autre moitié. Ce qui veut dire, que la moitié de mes premières sessions, ont un léger grondement de moteur, enfoui dans les basses fréquences, si vous savez où tendre l'oreille. J'acceptais tout le travail que je pouvais trouver. Des vidéos de mariage, qui nécessitaient un nettoyage audio. Un podcasteur spécialisé dans les affaires criminelles, qui payait en plusieurs versements. Une chorale d'église,
qui payait en petits plats cuisinés. J'ai dormi peut-être 5 heures par nuit, pendant la majeure partie de cette année. J'ai appris à corriger une voix, enregistrée sur un téléphone, dans une salle de bain. Et j'ai appris, le côté commercial du métier. Je n'avais jamais eu à réfléchir au contrat, à la répartition des droits, à qui possède quoi, lorsqu'une chanson rapporte de l'argent. Et voici la chose étrange, à propos d'un endroit où personne ne connaît votre nom de famille. Il n'y avait personne pour me dire que c'était une simple phase. Personne pour m'attribuer la place, à côté de la cuisinière. Pour la première fois de ma vie, la seule personne qui m'évaluait, c'était moi-même. Et il s'est avéré, que j'étais un juge bien plus équitable, que ma mère ne l'avait jamais été. Ce fut l'année la plus dure, et la plus libre que j'ai jamais vécue. Je ne le savais pas encore, mais j'étais en train de bâtir la chose exacte, qui ferait un jour taire 4 personnes, dans une pièce remplie d'inconnus. J'étais juste trop fatigué, et trop fauché à l'époque, pour l'imaginer. Surtout, j'étais en train d'apprendre, que l'on peut survivre à la perte de ceux qui ne vous ont jamais vraiment vu. Et on peut faire bien mieux, que de simplement survivre. Il faut que je vous raconte, ce que ma famille a fait à Ellie, parce que je ne le savais pas moi-même, avant plus tard. Et c'est la charnière, autour de laquelle pivote toute cette histoire. Cette même année, alors que les choses commençaient déjà à tourner discrètement mal avec Brandon, j'avais amené Ellie à un dîner du dimanche. Juste en tant qu'ami, un ami talentueux, dont j'étais fier. Ma mère l'a assis au bout de la table, à côté de moi, aux places près de la cuisinière, bien entendu. Elle s'est montrée polie, pendant la salade. Puis, quelque part autour du plat principal, elle lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie. Et Ellie, honnête jusqu'au bout des ongles, a répondu qu'il était un musicien, essayant de percer. J'ai vu le visage de ma mère se fermer, comme un magasin à la tombée de la nuit. Au moment du dessert, sa décision était prise. Elle s'est levée pour débarrasser les assiettes. Et, alors qu'elle se penchait par-dessus lui pour prendre un plat, elle l'a dit avec légèreté, presque avec gentillesse, ce qui a rendu le coup encore plus violent. Les gens comme vous, ne s'assoient pas à cette table. Mon père a demandé à Ellie de partir un peu plus tôt, prétextant que la semaine avait été longue. Ellie est partie sans dire un mot, de la manière dont les gens fiers s'en vont. Par la suite, mes parents ont passé 1 heure à m'expliquer, que les garçons de son genre étaient un trou noir. Que je devais faire attention, et que ma propre phase était déjà bien assez grave, sans que j'y entraîne quelqu'un de pire. Ellie a cessé de répondre à mes messages, dans le mois qui a suivi. Il a quitté Seattle ce printemps-là. J'ai supposé que j'avais fait quelque chose de mal. J'ai passé des années à croire, à moitié, que j'avais perdu un bon ami, par ma propre négligence. Ce n'était pas le cas. Ma famille l'avait discrètement fait fuir, de la même manière qu'ils allaient, plus tard, remettre Brandon entre les mains de Rachel. Je n'avais juste pas encore, toutes les pièces du puzzle. Austin était sur le point de me les donner. Je l'ai retrouvé lors d'une scène ouverte, un mardi, après 18 mois de ma nouvelle vie à Austin. J'y étais allé pour les tacos bon marché, et la musique gratuite, sans rien en attendre. Un type s'est levé avec une guitare acoustique, sans présentation, et s'est mis à jouer. Et j'ai reconnu sa voix, avant même de remettre son visage. C'était Ellie. Plus vieux, plus mince, et bien meilleur. La salle l'écoutait à moitié, comme c'est souvent le cas pour les scènes ouvertes, mais je me suis redressé sur ma chaise. Parce que je pouvais entendre ce que la chanson essayait de devenir, et qu'elle essayait d'être quelque chose d'authentique. Après ça, je l'ai coincé près du bar, et nous nous sommes simplement dévisagés. Seattle, a-t-il finalement dit, comme un mot de passe. Nous avons discuté, jusqu'à ce qu'il rallume les lumières. J'ai appris qu'il était à Austin depuis près de 3 ans. Il enchaînait les petits concerts, galérait, et n'allait nulle part, parce qu'il avait des chansons, mais aucune machine derrière lui. Et lentement, en comparant nos versions, nous avons reconstitué l'histoire. Le dîner, la place près de la cuisinière, la phrase que ma mère avait prononcée, en débarrassant les assiettes. Lui aussi l'avait portée en lui, pendant des années. Cette phrase exacte, mot pour mot. On nous avait dit à tous les deux, chacun à notre manière, que nous n'avions pas notre place, à cette table. Et nous l'avions tous les deux cru. Assise dans ce petit bar bruyant, j'ai senti quelque chose de froid, en moi, devenir chaleureux et utile. Comme un outil, que j'avais oublié posséder. 2 personnes, que la même famille avait jetées dehors, dans la même ville,
et qui était toujours debout. Nous avons commencé à nous voir, chaque semaine. Il apportait ses chansons. J'apportais mes oreilles. Aucun de nous n'avait encore prononcé le mot business, mais c'était déjà là, dans la pièce, attendant que nous soyons assez courageux, pour le nommer. Un soir, Ellie a sorti une feuille de papier jaunie et pliée, de son étui à guitare, et l'a fait glisser vers moi, sur la table. C'était une chanson, écrite à la main. L'encre était effacée au niveau des pliures, après des années à être pliée, puis dépliée. Underdog, a-t-il dit. Je l'ai écrite la semaine, où ta famille m'a mis à la porte. Je l'ai lue. Ce n'était pas amer. C'est ça, qui m'a touché. C'était une chanson, sur le fait d'être donné perdant, mais de se présenter quand même. Écrite par un gamin, à qui l'on venait de dire, qu'il n'avait sa place nulle part de valable. Et dans le coin inférieur, avec une encre différente, d'une écriture que j'aurais reconnue les yeux bandés, se trouvaient 5 mots, qui m'ont retourné l'estomac. Trouve un vrai travail, gamin. Mon père avait écrit cela. Glenn avait ramassé la feuille de parole d'Ellie, ce soir-là, l'avait lue, et avait griffonné son petit verdict, dans la marge. Avant de la lui rendre, comme on rend une copie corrigée. Ellie l'avait gardée, pendant 7 ans. Non pas pour entretenir la blessure, m'a-t-il dit. Mais pour se souvenir, de la sensation d'être sous-estimé, afin de pouvoir la reconnaître, quand elle se présenterait. J'étais assise là, tenant une chanson que mon père avait insultée par écrit, et je l'ai entendue, toute terminée, dans ma tête. Les cordes, la montée en puissance, et la salle remplie de personnes, qu'elle méritait d'avoir. C'est ça, lui ai-je dit. C'est tout ce qu'il nous faut. Il ne comprenait pas encore. Moi-même, à peine. Mais je savais que cette feuille de papier, n'était pas un simple déchet, que mon père avait noté et rejeté. C'était un plan de construction. Tout ce que nous étions sur le point de bâtir, nous allions le bâtir, sur la chanson exacte, dont ma famille s'était moquée. Nous avions même déjà le nom. Il était écrit tout en haut, de l'écriture pleine d'espoir d'un jeune de 26 ans, Underdog. Notre première vraie victoire n'a pas été Ellie. Ce fut une jeune fille de 16 ans, nommée Priya, qui chantait comme si elle en avait 40, et qu'elle avait le cœur brisé. Sa maquette avait été rejetée, par tous les labels qui avaient pris la peine de répondre. Nous n'étions pas encore un label. Nous étions juste 2 personnes fauchées, avec un garage, et une opinion. Mais j'ai nettoyé son enregistrement, jusqu'à ce que l'on puisse entendre le trémolo, dans sa voix. Ellie l'a aidé à peaufiner l'arrangement, et nous avons envoyé le tout, à tous les programmateurs de playlists, dont nous pouvions trouver l'email. L'un d'entre eux a dit oui. Juste un seul. La chanson a atterri sur une playlist éditoriale de taille moyenne. Le genre de playlist qui ne vous rend pas célèbre, mais qui fait vibrer votre téléphone, pour la première fois de votre vie. Priya nous a appelés en pleurs. En l'espace d'une semaine, elle a eu 3 réunions, avec des gens qui l'avaient ignorée, pendant 1 an. Nous n'avions pas pris un centime. Nous ne pouvions simplement pas supporter de voir, une autre personne talentueuse, s'entendre dire qu'elle n'avait pas sa place. Si je peux m'arrêter ici, une seconde. Je sais ce que c'est, que de voir le travail que l'on aime être qualifié de phase. De voir sa valeur mesurée à l'aune d'un salaire, et d'être jugée insuffisante. Si cela vous est déjà arrivé, si quelqu'un dans votre vie s'est trompé sur votre valeur, restez avec moi. La partie où il le découvre, où la pièce entière le découvre, arrive bientôt. Cliquez sur s'abonner, pour ne pas la manquer. Parce qu'en regardant le nom de Priya grimper dans les classements, j'ai compris à quoi Ellie et moi servions réellement. Ce n'était pas la vengeance. Pas encore, en tout cas. C'était quelque chose de mieux. Nous allions être la table, à laquelle les exclus auraient le droit de s'asseoir. Et nous allions la construire nous-mêmes, planche par planche, pour que plus personne ne puisse jamais nous assigner la place près de la cuisinière. Nous avons rendu la chose officielle, un jeudi, dans le bureau d'un avocat de centre commercial, qui sentait le café brûlé. Underdog Music LLC. 2 associés, à 50/50e. Aucun astérisque, aucun partenaire silencieux, et aucun argent de la famille, puisque nous n'en avions pas. Je veux que vous imaginiez la scène clairement, car c'est la chose à retenir, pour la suite de l'histoire. 2 signatures sur une page, la mienne et celle d'Ellie. Côte à côte, à l'encre bleue. D'égal à égal.
L'avocat a fait glisser les documents de création d'entreprise sur le bureau. Et j'ai signé, de mon nom légal complet. Tori Meyers. Ce même nom, que ma mère écrivait sur un carton plié, pour le coller en bout de table. Cette fois-ci, ce nom signifiait que je possédais quelque chose. Et non pas une place, que quelqu'un m'avait donnée. C'était une entreprise. Nous avons ramené les papiers au garage, et Ellie a fait une chose, que je n'oublierai jamais. Il a sorti la vieille feuille de parole de la chanson Underdog. Celle avec le verdict en 5 mots de mon père, dans le coin. Et il l'a scotché au mur, au-dessus de la table de mixage, juste à hauteur des yeux. Comme ça, nous n'oublierons jamais, qui nous a dit que nous n'y arriverions pas, a-t-il déclaré. Je lui ai demandé si cela ne le dérangeait pas, de voir l'écriture de Glenn tous les jours. Il a secoué la tête. Ça ne lui appartient plus, a-t-il dit. C'est à nous, maintenant. Et il avait raison. Les papiers signés dans le tiroir, et la chanson scotchée au mur, étaient les deux faces d'une même réalité. Nous avions construit quelque chose de réel, de légal, et qui nous appartenait, à partir de la chose exacte, que 2 personnes, à Seattle, avaient jetée à la poubelle. Tout ce qui s'est passé ensuite, la croissance, le gala, et ces 4 visages blêmes, a découlé de ce jeudi. 2 signatures, et une chanson scotchée. C'est ainsi que les restes d'une famille, sont devenus une entreprise, qu'il viendrait un jour supplier. Underdog a grandi plus vite, que 2 personnes épuisées ne pouvaient le gérer confortablement. Le succès de Priya a attiré d'autres artistes. Le genre d'artiste que les grands labels appellent « en développement », ce qui, dans le jargon de l'industrie, signifie qu'ils ne valent pas encore la peine qu'on s'en occupe. Nous avons fait en sorte, de nous en occuper entièrement. À la 3e année, nous avions un catalogue d'artistes, un vrai studio, sans aucune moto à l'intérieur, et 4 employés, qui étaient payés à l'heure. Et c'est ici, que je dois être honnête avec moi-même, car je n'étais pas toujours calme et digne, en coulisses. Je travaillais, comme si l'entreprise allait disparaître, au moindre battement de cils. Des journées de 18 heures. Je répondais aux emails, à 3 heures du matin. Je m'étais imposé, comme la personne par laquelle passait chaque problème. Car, si j'étais indispensable, personne ne pourrait jamais décider, que je n'avais pas ma place. C'est cela, que ma famille a laissé en moi. Pas de la tristesse. Mais un moteur intérieur, impossible à éteindre. Ellie l'a remarqué, avant moi. Tu n'as pas besoin de gagner le droit d'exister ici, Tori. Il me l'a dit une fois, après que j'ai sauté ma nuit de sommeil, pour la 3e fois consécutive. Tu es déjà la propriétaire du bâtiment. J'ai balayé sa remarque. Je me disais que j'étais simplement responsable. La vérité, c'est que j'avais transformé cette blessure en éthique de travail, et que j'avais appelé ça, une vertu. Je n'ai pas retourné un seul appel venant de Seattle, durant ces années-là. Ma mère a laissé 2 messages vocaux. Je les ai supprimés, sans les écouter. Pas par force, si je dois être honnête. Mais par instinct de préservation. J'ai construit des murs faits de travail, en me persuadant que c'étaient des portes. J'allais découvrir, au pire moment possible, qu'une porte laissée même légèrement entr'ouverte, reste une porte. Et ma famille était vraiment très douée, pour trouver la moindre faille, dans les défenses de quiconque. Les nouvelles de Seattle m'arrivaient par bribes, comme c'est le cas, lorsqu'on a coupé le cordon, sans l'avoir complètement brûlé. Un cousin qui me suivait toujours en ligne. Un ancien collègue de studio, qui m'envoyait un message de nulle part. Lentement, une image s'est formée, et ce n'était pas l'image pour laquelle mes parents avaient payé. Le mariage de Rachel et Brandon battait de l'aile. Après 5 ans, aucun scandale n'avait éclaté, juste l'usure lente de 2 personnes, que l'on avait arrangées, plutôt qu'elles ne s'étaient choisies. Et Brandon, la valeur sûre, l'homme avec un avenir sur lequel on pouvait compter, avait fait la seule chose, que mes parents avaient juré qu'il ne ferait jamais. Il avait démissionné. Il avait quitté son emploi stable. Il avait décidé, à la fin de la trentaine, qu'il voulait finalement travailler dans la musique, et avait fondé une petite société, de management d'artistes. D'après tout ce que j'entendais, il galérait. Il poursuivait le rêve exact, pour lequel ma famille m'avait puni, mais avec 10 ans de retard, et sans avoir la moindre oreille pour cela. J'ai repensé à la phrase de mon père. Celle qui m'avait poussé à quitter Seattle. Elle est mieux. Elle a une vraie carrière. Je l'ai tournée et retournée dans ma tête.
Rachel avait toujours sa blouse blanche, et son badge nominatif, bien sûr. Mais le mariage sur lequel il l'avait construite, sonnait creux. Et l'homme sécurisant, qui lui avait servi sur un plateau, avait quitté le navire, pour embrasser cette vie instable, qu'il jugeait indigne d'eux. Ces mots, qui m'avaient autrefois semblé être un verdict, résonnaient maintenant comme une simple prédiction, qui avait très mal vieilli. Je ne m'en suis pas réjoui. Je veux que vous croyiez, que j'étais bien trop occupé pour cela. Mais j'ai tout de même senti le sol bouger. Cette conviction silencieuse, que les personnes qui m'avaient évalué toute ma vie, s'étaient basées sur une grille de notation complètement fausse, depuis le début. À la 5e année, les gens de l'industrie connaissaient Underdog. Pas comme le plus grand nom du milieu, mais comme celui, avec une réputation qui comptait bien plus, à mes yeux, que son envergure. Nous étions connus comme le label, qui ne dépouillait pas ses artistes de leurs droits. Des partages équitables. Un vrai développement. Les musiciens, qui avaient été broyés ailleurs, venaient spécifiquement chez nous. Car nous les traitions comme des êtres humains, et non comme un inventaire. Un magazine spécialisé a publié un article, nous qualifiant de label le plus respectueux des artistes, de tout le Texas. J'ai aussi scotché ça au mur. Juste à côté des 5 mots de mon père, parce le contraste me faisait rire. Nous avons décidé d'organiser un gala, pour notre 5e anniversaire. Pas une simple fête de vanité. Une vraie soirée, une vitrine, avec des performances de tous nos artistes, la presse dans la salle, les gens de l'industrie avec qui nous voulions faire affaire, et tout le reste. Nous avons loué un magnifique vieux théâtre, en centre-ville. Ellie devait clôturer la soirée, avec une version d'Underdog, jouée avec le groupe au complet. C'était la toute première fois, que nous allions l'interpréter en direct. La chanson qui avait tout déclenché, obtenant enfin la scène qu'elle méritait. Je me suis plongé dans les préparatifs, de la même manière que je me plongeais dans tout le reste. Liste des invités, sponsors, balance du son, le moindre détail. J'étais en train de bâtir, la plus grande soirée de toute ma vie professionnelle. Et je n'avais aucune idée, qu'une liste d'invitations que j'avais à peine survolée, allait réunir 4 personnes venues de Seattle, dans la même pièce, face à tout ce que j'étais devenu. Si je l'avais su, aurais-je fait les choses différemment? Honnêtement, non. À ce moment-là, j'avais cessé d'organiser ma vie, en fonction de leurs réactions. Et c'est exactement la raison pour laquelle, ce qui s'est passé ensuite, les a frappés beaucoup plus fort, que ça ne m'a frappé moi. Environ 6 semaines avant le gala, une proposition de partenariat est arrivée, dans notre boîte de réception principale. Elle provenait d'une agence de management, appelée Call Artist Group. Une petite structure dont je n'avais jamais entendu parler, qui proposait qu'Underdog co-signe et finance, toute une sélection de leurs artistes. Mara l'a signalé comme digne d'intérêt. En effet, nous en recevions une douzaine de ce genre chaque mois, et la plupart n'aboutissaient à rien. J'ai lu la lettre de présentation. Elle était soignée, un peu désespérée. Le genre de proposition qu'une entreprise rédige, lorsqu'elle a besoin d'un plus gros partenaire, pour survivre. La lettre de présentation mentionnait un associé directeur, dont je n'avais jamais entendu parler. La biographie du fondateur, quant à elle, se trouvait dans une pièce jointe séparée, que je n'ai jamais ouverte. Ce n'était pas de la négligence. C'est simplement ma façon de travailler. Sur une proposition spontanée, je lis exactement une seule chose, en premier lieu, les contrats des artistes. Parce que les documents administratifs d'une entreprise vous disent la vérité, que sa lettre de présentation s'efforce de dissimuler. Savoir qui dirigeait l'endroit, pouvait bien attendre une réunion. Et le nom de Call, apparaissant seul dans le nom de l'entreprise, sans aucun prénom devant, ne m'a pas interpellé. J'avais en effet construit toute une vie, en évitant de penser à Seattle, et un nom de famille courant, à lui seul, ne m'évoquait rien. Alors, je l'ai traité comme n'importe quelle autre proposition. J'ai demandé à Mara de récupérer leurs contrats d'artistes existants, afin que nous puissions voir comment ils traitaient réellement les personnes qu'ils géraient. C'est notre processus. Nous ne jugeons pas une entreprise par sa lettre de présentation. Nous la jugeons par ses documents administratifs. Par ce qui arrive à l'artiste, quand personne ne regarde. Les contrats nous sont revenus 2 jours plus tard. Dès l'instant où j'ai commencé à les lire, la proposition a cessé d'être l'affaire d'un inconnu nommé Call. Elle est devenue l'incarnation de tout ce qu'Underdog combattait. Je ne savais toujours pas de qui il s'agissait. Mais je savais ce qu'il faisait,
et c'était précisément la seule chose, pour laquelle je ne mettrais jamais, en aucune circonstance, le nom de mon entreprise en jeu. Les contrats de Call Artist Group étaient répugnants, de cette manière spécifique, qui ne trompe personne lorsqu'on les lit attentivement. Amicaux en surface, mais dissimulant un piège en dessous. La commission de gestion était le double de la norme. L'entreprise prenait une part des droits d'édition de l'artiste. Chose à laquelle, un manager n'a absolument pas à toucher. Il y avait une clause, qui leur permettait de récupérer de vagues coûts de développement, sur les premiers revenus de l'artiste. Des coûts, que l'artiste n'avait jamais la possibilité de voir détaillés. Un jeune chanteur de leur catalogue, avait gagné beaucoup d'argent grâce à un placement de produit. Et après calcul, il s'en était tiré avec presque rien. J'avais déjà vu des contrats comme cela. Cela faisait 5 ans, que je protégeais des artistes de ce genre de choses. C'était la version papier, de ce que ma famille faisait subir aux gens. Une main amicale sur l'épaule, pendant que l'autre main, fouille dans vos poches. Une façon de dire à quelqu'un, qu'il ne mérite pas vraiment ce qu'il a gagné. Le tout, déguisé en une formidable opportunité. Mara a observé mon visage, pendant que je lisais. On décline, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Nous déclinions la proposition. Pas parce que le fondateur nous avait insultés. Nous ne nous étions jamais rencontrés. Pas non plus par méchanceté. Nous déclinions la proposition, parce qu'Underdog n'engage ni son nom, ni son argent, dans un accord qui traite les artistes, comme une ressource à vider de sa substance. Ce n'était pas une simple humeur. C'était la raison même, de l'existence de l'entreprise. Scotché au mur, au-dessus de ma console, avec 2 encres différentes. J'ai tout de même dit à Mara, d'organiser une rencontre en personne, lors du gala. Une simple courtoisie professionnelle. Et franchement, je voulais regarder le fondateur dans les yeux, pour lui dire exactement pourquoi, la réponse était non. Je n'avais aucune idée, que je planifiais une réunion avec le mari de ma sœur. Je veux être clair sur un point, car j'ai déjà vu ce genre d'histoire. L'héroïne semble toujours tomber dans le piège, les yeux fermés. Ce ne fut pas mon cas. Au moment où j'ai accepté cette réunion, j'avais déjà décidé de refuser. J'avais demandé à notre avocat, de rédiger un refus net, poli, et inattaquable. J'avais demandé à Mara d'effectuer une vérification approfondie, des antécédents de Call Artist Group. C'est une pratique standard, pour quiconque souhaite apposer notre nom sur un contrat. Mara l'a fait. Elle m'a rendu son rapport, de la manière dont elle le faisait toujours. En une seule phrase, et selon la seule mesure, qui m'importe. Petite structure, conditions prédatrices, on refuse catégoriquement, m'a-t-elle dit. J'étais d'accord, et je n'ai jamais ouvert le dossier moi-même. Si je l'avais fait, j'aurais vu le nom complet du fondateur, écrit en toutes lettres. Ses années passées dans les assurances, et son adresse à Seattle. Mais je ne l'ai pas fait. Pendant 5 ans, je m'étais entraîné à juger une entreprise, sur la façon dont elle traitait ses artistes. Et je m'en arrêtais là. Cette discipline, celle-là même qui me rendait si bonne dans ce domaine, c'est exactement ce qui m'a rendu aveugle, à l'identité de la personne, qui se cachait derrière l'entête de cette lettre. Donc non, je n'ai pas été dupe de cette proposition. Je n'allais pas en financer, une seule page. La seule chose que je n'ai pas vu venir, c'est l'être humain, rattaché à cette entête. Le nom, que j'avais confié à Mara pour vérification, et que je n'avais jamais lu moi-même. Vous pouvez tout faire correctement. Lire les contrats, effectuer les vérifications, préparer votre refus. Et vous retrouvez tout de même pris au dépourvu, par la personne qui franchit la porte. Tout simplement, parce que le piège ne se trouvait pas dans les documents. Les documents, je les avais déjà vaincus. L'embuscade se trouvait dans la pièce elle-même. Et dans les 4 visages, qui allaient arriver avec l'intention de courtiser une entreprise sans visage, pour finalement me trouver moi, tenant le stylo. J'étais préparé pour un mauvais accord. Je n'étais pas préparé pour ma famille. 3 jours avant le gala, j'étais assise à mon bureau, avec le plan de salle finale de la réception au théâtre. Et je n'ai pas pu m'empêcher de rire de moi-même. De toutes les choses qui auraient pu provoquer une émotion en moi, ce fut un plan de table. L'instrument exact, que ma mère avait utilisé, pour me placer à côté de la cuisinière, chaque dimanche de mon enfance. Maintenant, c'était moi qui tenais le stylo. Je décidais de qui serait assis près de la scène, et de qui serait près des portes.
Je décidai quel artiste prometteur serait placé à côté du producteur, qui pourrait changer sa vie. Quel auteur-compositeur en difficulté aurait la place à côté d'Eli, pour qu'il se souvienne de cette nuit pour toujours. Je n'étais pas cruel en faisant cela. Ce n'est pas ce que j'étais devenu. Mais je sentais tout le poids de ce pouvoir. La femme, à qui l'on avait dit que quelqu'un devait être près de la cuisine, dessinait maintenant la carte d'une pièce entière. Et elle s'en servait pour élever les gens, au lieu de les remettre à leur place. La réunion avec Call Artist Group a hérité d'une petite table, sur le côté. Après le spectacle, priorité basse. Un créneau poli, pour un accord que j'allais refuser. Le nom d'Eli a été placé à la table d'honneur, bien entendu. À côté du mien, là où il avait sa place. Cofondateur. À part égale. J'ai regardé le plan pendant un long moment, avant de l'envoyer à l'imprimante. Pour la première fois de ma vie, je pouvais décider de qui s'asseyait où. Et j'ai finalement compris que le pouvoir n'avait jamais résidé dans le plan. Il résidait dans la personne qui tenait le stylo et dans ses motivations. Ma mère le tenait pour rabaisser les gens. Je le tenais pour créer un espace accueillant. À 2 jours de l'événement, Mara m'a transféré une demande de Call Artist Group. Il demandait à amener 3 invités supplémentaires au gala. Ceux-ci étaient listés comme étant de la famille et des partenaires stratégiques. C'est une demande habituelle. Les gens amènent leurs conjoints, leurs investisseurs ou leur soutien moral. Je l'ai approuvé, sans hésitation. Puis, je suis retourné me soucier des balances du son. Je n'ai pas vu les noms. Ils ont été enregistrés dans le système de Mara, comme des invités accompagnant le compte Call, et non comme des individus que j'aurais pu reconnaître. Ainsi, quelque part à Seattle, 3 personnes s'habillaient pour une fête à Austin, convaincues de faire une action généreuse et solidaire. Accompagner leur beau-fils, pendant qu'il courtisait un label prometteur, qui allait peut-être enfin faire décoller son entreprise défaillante. Ma mère, j'allais l'apprendre plus tard, racontait à nos proches qu'elle aidait Brandon dans son business musical. Mon père a emballé son beau costume. Rachel est venue parce que Brandon le lui avait demandé. Et parce que je pense qu'une partie d'elle était curieuse de découvrir cette industrie, dont on lui avait dit, toute sa vie, qu'elle était indigne de la famille. Aucun d'eux ne savait que le label m'appartenait. Aucun d'eux ne savait que l'homme qui clôturerait le spectacle était ce jeune garçon, à qui ma mère avait demandé de quitter la table. Ils ont répondu présents à mon invitation. Ils croyaient que leur présence était une faveur accordée à un parent en difficulté. Ils allaient participer à la plus grande soirée de la fille qu'ils avaient rayée de leur vie. Habillés comme des invités au mariage d'un inconnu. Sur le point de découvrir chez qui ils se trouvaient réellement. Je me demande parfois ce qu'ils ont ressenti pendant ce trajet vers l'aéroport. De l'espoir, probablement. De la générosité, même. La chose la plus cruelle, dans ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'ils n'avaient absolument aucune idée de ce qui les attendait. Moi non plus, pour être exact. Mais j'étais la seule, en état de pouvoir y faire face. Le soir du gala, le vieux théâtre ressemblait à un décor, tout droit sorti d'une vie bien meilleure que celle que j'avais fui avec mes 2 valises. Des lumières chaleureuses, un bar bien rempli, 300 personnes. Et tous nos artistes, dans les coulisses, dans divers états de nervosité. Je portais une robe vert foncé, et des chaussures plates, car j'allais être debout toute la nuit. Et aussi, parce que j'avais depuis longtemps arrêté de m'habiller pour impressionner qui que ce soit, d'autre que moi-même. À 20h, je me suis avancé vers le micro, pour ouvrir la soirée. La salle s'est tournée vers moi, et le présentateur m'a annoncé, tel que je l'avais rédigé dans le programme. Veuillez accueillir la fondatrice d'Underdog Music, Tori Meyers. Fondatrice. Ce mot me frappait toujours en pleine poitrine, à chaque fois. J'ai prononcé un mot de bienvenue, bref et précis. J'ai remercié les artistes, j'ai raconté une blague sur la moto, de notre premier garage, qui a suscité de vrais rires. Puis, j'ai reculé, pour que la musique puisse commencer. Je me sentais bien, calme et aux commandes. De cette manière silencieuse, que l'on ne peut ressentir, que dans une pièce que l'on a construite soi-même. Et les 4 personnes venues de Seattle, n'étaient pas encore à leur place. Leur vol avait atterri en retard, et ils se sont glissés à l'intérieur, pendant le premier concert.
alors que les lumières de la salle étaient éteintes, et qu'un jeune de 19 ans avec une guitare s'appropriait la scène, ils étaient venus observer Brandon, courtiser une entreprise sans visage. Dans le noir, avec la musique à fond, ils n'avaient aucune idée de la salle dans laquelle ils venaient d'entrer. Ils n'ont jamais entendu le présentateur prononcer mon nom. Ils ne m'ont jamais vu monter sur scène. Depuis le côté de la salle, baigné de cette lumière chaude, je ne les voyais pas non plus. La prise de conscience allait bientôt avoir lieu. Et cela n'allait pas se passer de loin, sous la lumière des projecteurs. Cela se produirait de très près, à une petite table. Lorsqu'une poignée de mains professionnelles se transformerait en ce qui serait le plus long silence de leur vie. J'ai découvert qu'ils étaient là, pendant la première pause, quand Mara m'a guidé vers la table de Call Artist Group. C'était lors de cette fameuse réunion de courtoisie, que j'appréhendais, et que je comptais expédier en 3 minutes. J'étais à mi-chemin, en train de répéter mon refus poli, lorsque je les ai vus. Mon père, dans son beau costume, celui qu'il portait aux enterrements. Ma mère, avec ses perles, scannant la salle de ce regard de propriétaire, qu'elle lançait à chaque espace où elle entrait. Rachel, vieillie et fatiguée autour des yeux. Et Brandon, qui s'est levé à mon approche. La main à demi tendue, pour une poignée de main d'affaires, son sourire de fondateur, déjà en place. Puis, ses yeux ont croisé les miens. Et son sourire s'est éteint, par étapes. J'ai regardé la scène se produire. J'ai vu 4 personnes faire le même calcul au même instant, pour arriver à la même réponse impossible. La fondatrice d'Underdog Music, Tori Meyers. Leur Tori. Celle à qui l'on avait dit qu'elle reviendrait. Le visage de ma mère a pris cette nuance spécifique de pâleur, qui n'a rien à voir avec l'éclairage. Sa main s'est égarée, jusqu'à ses perles. Mon père s'est rassis lentement, comme si ses genoux avaient doucement démissionné. Rachel a émis un petit son. Et Brandon, le pauvre Brandon si calculateur, ressemblait à un homme, qui venait de réaliser qu'il avait traversé le pays en avion, pour supplier son ex-petite amie. Celle-là même, qu'il avait abandonnée pour une histoire de titre de poste, afin qu'elle sauve son entreprise en faillite. Personne n'a prononcé la phrase à voix haute. Il n'en avait pas besoin. Elle flottait déjà, dans les airs. La prophétie de ma mère, prononcée 7 ans plus tôt, s'était complètement retournée contre elle. Tu reviendras. Les gens comme toi, finissent toujours par revenir. C'étaient eux, qui étaient revenus vers moi. Dans une salle, avec mon nom sur le programme. Et mon stylo, derrière le plan de table. Je me tenais là, dans ma robe verte, parfaitement calme. Et j'ai laissé le silence faire le travail, que ma mère ne m'avait jamais laissé faire, à sa table. Pour une fois, je n'ai pas eu à resservir de la sauce, à qui que ce soit. Ma mère s'est ressaisie la première. Comme toujours. Elle s'est levée de sa chaise, les bras à moitié ouverts, ses perles accrochant la lumière. Et tout son visage s'est recomposé pour afficher de la chaleur, comme une scène de théâtre, que l'on réorganise entre 2 actes. Tori, a-t-elle murmuré. Oh, ma chérie, regarde-toi. Regarde tout ça. Elle a tendu les bras vers moi. Je n'ai pas reculé, mais je ne me suis pas avancé non plus. Et elle a dû replier les bras, dans un geste, qui feignait de n'avoir jamais été une tentative de câlin. Nous n'en avions aucune idée, a-t-elle poursuivi. Nous sommes tellement fiers. Nous avons toujours cru en toi. Tu le sais bien. Cette année venait de se dissoudre, dans sa version des faits. Juste comme ça. La place à côté de la cuisinière, le rire dans la cuisine, la phrase sur les gens comme moi. Envolée, supprimée au montage. Remplacée par une mère, qui avait toujours cru en moi. Mon père ne voulait pas lever les yeux de la nappe. Rachel me fixait, comme si j'étais une étrangère, portant le visage de sa sœur. Et Brandon continuait de jeter des coups d'œil vers la scène, vers les lumières. Faisant le calcul mental, de savoir si l'accord pouvait toujours se concrétiser. J'ai laissé ma mère finir de parler. Puis j'ai déclaré d'un ton égal, le plus calme que j'ai eu de toute la nuit, c'est bien de te voir. Tu es une invitée ici, maman. C'est tout ce que sera cette soirée. Ce n'était pas cruel, juste vrai et définitif. De la même manière, qu'une porte fermée est définitive. Son sourire a vacillé. Elle n'était pas habituée à une phrase qu'elle ne pouvait pas contourner.
Nous sommes venus soutenir l'entreprise de Brandon, a-t-elle essayé. Nous pensions. Je sais ce que vous pensiez, ai-je coupé. Et j'en suis resté là. Parce que j'avais une entreprise à diriger, et un spectacle à terminer. Et parce que la chose la plus puissante, que j'avais apprise en 5 ans, c'était qu'il n'y a pas besoin d'élever la voix, pour mettre fin à une conversation. Il suffit de le penser sincèrement. Brandon, à son crédit ou à cause de son désespoir, a quand même essayé. Il m'a trouvé, 10 minutes plus tard, près du bord de la Seine, à l'écart de la table familiale. Sa voix était basse, et rapide. Tori, je ne savais pas que c'était ton entreprise. Je te le jure. Mais c'est une bonne chose, non? C'est le destin. Toi et moi, nous nous sommes toujours compris. Underdog et Cole. Pense-y, il parlait, comme parlent les hommes en train de se noyer. Tout en élan, sans aucune respiration. Je l'ai laissé terminer. Puis, je lui ai donné la même réponse, que j'aurais donnée à n'importe quel inconnu, avec de tels contrats. Parce que c'était ça, l'idée. C'était ça, le cœur du sujet. Brandon, j'ai lu tes contrats d'artiste, ai-je dit. La commission doublée, l'accaparement des droits d'édition, les coûts de développement que personne n'a le droit de voir. Son visage s'est décomposé. Nous refusons. Underdog ne signe pas d'accord, qui traite les artistes de la même façon, que j'ai été traité. J'ai regardé cette dernière partie faire son effet, et je l'ai laissé s'installer. Parce que c'était la chose la plus vraie, que je dirais de toute la nuit, et que je voulais qu'il la ramène chez lui. Rien de personnel, ai-je ajouté. Et je le pensais vraiment, ça aussi. Ce n'était pas personnel. C'est ce qu'il a achevé. Il avait traversé le pays en avion, s'attendant à un règlement de compte, à une ex désireuse de se venger, à quelqu'un qu'il pourrait peut-être charmer, ou culpabiliser. Au lieu de cela, il a eu affaire à une professionnelle, qui lui a lu ses propres documents, et qui a décliné son offre sur le fond. De la même façon, que j'aurais refusé quiconque, essayant de presser ces artistes comme des citrons. Il n'y avait là aucune vengeance dont je pouvais me délecter. Et d'une certaine manière, c'était la victoire la plus totale, que j'aurais pu espérer. Je n'ai pas vaincu Brandon. J'ai simplement maintenu la ligne de conduite, sur laquelle mon entreprise était construite. Et son accord a échoué, parce qu'il méritait d'échouer. Il se tenait là, sans aucun argument à m'opposer. Car on ne peut pas débattre de principe avec un homme, quand il n'en a aucun, et que vous en avez. Puis les lumières se sont tamisées, pour le dernier concert. Je me suis tourné vers la scène, et la véritable révélation de la nuit, a commencé. Le présentateur s'est avancé au micro, pour la dernière introduction de la soirée. Et moi, je me suis déplacé vers le bord de la scène, d'où je pouvais voir à la fois le projecteur, et la table de Seattle. Je voulais observer leur visage. Je n'en suis pas fier, mais je ne le regrette pas non plus. Pour clôturer notre 5e anniversaire, a déclaré le présentateur, veuillez accueillir le quai fondateur d'Underdog Music. L'homme derrière la chanson, qui a tout déclenché, Eli Brox. Le groupe est monté sur scène, et Eli s'est avancé dans la lumière, sa guitare sur l'épaule. La salle entière s'est levée pour l'acclamer, avant même qu'il n'ait joué la moindre note. Parce qu'à présent, tout le monde dans notre milieu, savait exactement qui il était. Tout le monde, à l'exception de 4 personnes, qui ne le connaissaient que comme quelqu'un, de totalement différent. J'ai regardé la main de ma mère, retrouvé ses perles. J'ai observé la reconnaissance, ramper sur son visage en temps réel. Exactement comme elle l'avait fait sur le mien, la nuit où j'ai appris ce qu'elle lui avait fait. Le musicien. Le garçon du dîner. Celui à qui elle s'était opposée, qu'elle avait rejeté, tout en débarrassant les assiettes. Il était là. C'était lui, le quai fondateur. Et dans un instant, le présentateur allait ajouter le détail, qui transformerait toute cette nuit en cendres, pour eux. Eli, a ajouté chaleureusement le présentateur, se trouve également être marié à notre fondatrice. Marié à moi. La bouche de mon père s'est ouverte, puis refermée. Rachel a mis sa main, sur celle de ma mère. Et Eli, qui avait gardé cette feuille de parole pendant 7 ans, pour se souvenir de la sensation d'être sous-estimé, a contemplé un théâtre plein à craquer. Debout, à la tête de ce même genre de table, qu'on lui avait jadis ordonné de quitter. Ma mère l'avait dit avec légèreté, presque avec gentillesse, en passant le bras devant lui pour attraper un plat.
les gens comme vous, ne s'assoient pas à cette table. Eh bien, il ne se contentait plus, simplement, de s'asseoir à table aujourd'hui. Il était en bout de table, et cette table, c'était un théâtre à guichet fermé. Et ces gens debout, avaient payé pour être dans la même pièce, qu'un homme à qui ma famille avait montré la porte. Ma mère m'a retrouvé avant que la chanson ne commence, et cette fois, la chaleur avait disparu. Elle avait brûlé tout son charme, et avait atterri sur ce qui se cachait en dessous. À savoir, de la colère. Parce que la colère était toujours le recours de Sharon, lorsque le monde refusait de se laisser diriger. Tu as fait ça exprès, a-t-elle sifflé tout bas, pour que les tables voisines ne puissent pas l'entendre. Tu nous as laissé prendre l'avion, jusqu'ici. Tu nous as laissé entrer dans. Je ne savais pas que vous veniez, ai-je rétorqué. Vous êtes venu courtiser un label, dont vous ignoriez qu'il était le mien. Ce n'est pas un piège, maman. C'est juste la vérité, qui vous rattrape. Ses yeux se sont remplis de larmes rapidement, comme c'était le cas lorsque les pleurs étaient un outil, et non une émotion. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle dit. Nous essayons de te protéger. De quoi, ai-je demandé. Et pour une fois, elle n'avait pas de réponse toute prête. Parce que la seule réponse honnête, venait de s'avancer sous un projecteur, et de recevoir une standing ovation. Mon père refusait toujours de lever les yeux. Il était assis, les mains à plat sur la table, en train de les fixer. Un vieil homme, dans un costume d'enterrement, à une fête qui n'avait rien à voir avec lui. Et Rachel, ma sœur, a dit la chose, qui m'a prouvé qu'elle comprenait enfin. Je ne savais pas que ce serait comme ça, a-t-elle dit, presque pour elle-même. Maman disait que tu n'y arriverais jamais. Elle l'a répété, pendant des années. Et voilà. Le fond de leur pensée, prononcé de la propre voix de ma sœur. Le verdict de mon père, émis autour d'une table du dimanche 7 ans plus tôt, m'a traversé l'esprit à nouveau. Il sonnait creux, à présent. Une simple conjecture, qui n'avait pas survécu, au contact de la réalité. Elle est mieux. Elle a une vraie carrière. Rachel avait la carrière. Moi, j'avais la salle. Et la seule de notre famille, qui croyait encore à leur vieille arithmétique, c'était ma mère. Debout dans ses perles, en marge de mon triomphe. Furieuse que la fille qu'elle avait rejetée, et refusé de revenir en se faisant toute petite. Puis, Ellie a joué underdog. Et j'ai cessé de regarder ma famille, pour commencer à écouter. Parce que la chanson méritait au moins cela, de ma part. Elle a commencé doucement. Juste sa voix, et la guitare. La même mélodie qu'il avait écrite, sur la table de la cuisine de mes parents, la semaine où ils l'avaient jetée dehors. Ensuite, le groupe a suivi. Et les cordes, que j'avais entendues dans ma tête, des années plus tôt dans un garage, ont rempli le théâtre entier. Et 300 personnes, qui avaient été écartées, à un moment ou à un autre de leur propre vie, se sont levées, et lui ont chanté le refrain en retour, comme si c'était le leur. Parce que c'était le leur. Ça l'avait toujours été. C'était une chanson sur le fait d'être présent, après qu'on vous ait dit, que vous n'aviez pas votre place. Et il n'y a aucun public sur Terre, qui ne porte pas, en lui, un morceau de cette histoire. Mon père avait griffonné 5 mots, sur cette chanson. Trouve un vrai travail, gamin. Et le voilà, le vrai travail. Remplir une salle, dans laquelle il avait traversé le pays en avion, pour venir s'asseoir. Je n'ai eu besoin de rien dire, à ma famille. Je n'ai eu besoin ni d'un micro, ni d'un discours, ni d'une seule phrase de vengeance. La chanson a fait tout le travail, et la foule, debout, a fait le reste. Et la vérité, que j'avais emportée de Seattle dans mes 2 valises, s'est levée, et a fait du bruit d'elle-même. J'ai remarqué, quelque part pendant le 2e refrain, que je n'étais pas en colère. Je m'étais attendu à l'être, plus que jamais, en cette nuit-là. Mais en observant Ellie en bout de table, en entendant tout un théâtre chanter une chanson, dont ma famille s'était moquée, je me suis juste senti purifié, accompli. Comme un mixage, qui aurait enfin trouvé son équilibre. Je ne voulais pas leur ruine. Je n'ai pas insisté pour ça. J'ai simplement arrêté, d'être la personne qui devait se faire petite, pour qu'ils puissent se sentir grands. La chanson s'est terminée. La salle a rugi de joie, et j'ai laissé faire. Ils ne sont pas restés pour la réception. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent. Ma mère est partie en premier. Rapidement, avec ses perles,
et sa posture intacte. Répétant déjà, la version de la soirée, qu'elle allait raconter à la famille. Rachel a suivi, mais elle s'est arrêtée près de moi, à la porte. Et ce qu'elle a dit, m'a surprise. Je suis désolé, Tori, pour beaucoup de choses. Je lui ai répondu que j'appréciais cela. Je ne lui ai pas dit que ça réparait quoi que ce soit. Parce que ce n'était pas le cas, et nous le savions toutes les deux. Mon père fut le dernier à partir. Glenn s'est attardé près du vestiaire, pendant que la salle se vidait. Et finalement, il s'est approché, et pour la première fois de la soirée, il m'a regardé directement. Il avait l'air vieux. C'est une sacrée chose, que tu as construite, a-t-il dit doucement. J'aurais dû dire quelque chose, à l'époque, à table. L'espace d'une seconde, je l'ai vu. Le vrai regret. L'homme, sous sa propre lâcheté. Et quelque chose en moi, s'est presque adouci. Presque. Tu aurais encore pu le faire, ai-je répondu. Plein de fois. Tu ne l'as pas fait. Il a hoché la tête lentement, encaissant tout le poids de cette vérité. Et ce fut la chose la plus proche d'une excuse, que mon père ait jamais prononcée. Ce n'était pas suffisant, loin de là. Et j'ai fait la paix, avec ces deux réalités, en même temps. Il est parti. J'ai regardé la porte se refermer derrière lui, et j'ai attendu de ressentir la vieille douleur. La petite fille, près de la cuisinière, attendant d'être choisie. Elle n'est pas venue. Il n'y avait que la salle, chaleureuse et bruyante derrière moi, pleine de gens que j'avais choisis, et qui m'avaient choisi en retour. Et une chanson, qui résonnait encore sous les poutres. Je me suis retourné, et je suis retourné, au cœur de ma propre fête. Ellie m'a rejointe, près de la table d'honneur, après que les derniers invités aient commencé à s'éclipser. Le col desserré, avec ce sourire, de l'époque du garage à 2 heures du matin, de retour sur son visage. Eh bien, a-t-il dit, ils sont venus. Ils sont venus, ai-je acquiescé. Sur la table, devant moi, se trouvait mon marque-place, imprimé pour le gala. Mon nom, en caractères noirs et nets. Tori Meyers, en bout de table. Je l'ai pris, et je l'ai retourné entre mes doigts. Pensant à un carton différent. Plié, avec de l'encre bleue. Une chaise près de la cuisinière, et une mère qui décidait, de la place de chacun. Ce carton-ci, mon entreprise l'avait imprimé. Ce siège-là, c'était moi qui l'avais construit. Personne ne me l'avait attribué. J'avais dessiné la carte moi-même. Et puis, j'avais placé mon propre nom, tout en haut. Non pas pour être au-dessus de qui que ce soit. Mais parce que j'avais enfin arrêté d'attendre, qu'on m'invite dans ma propre vie. Ellie a posé sa main sur la mienne. Ça va, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi honnêtement, de la manière dont j'avais appris à le faire, dans une ville où personne ne connaissait mon nom de famille. Oui, ai-je dit. Je vais vraiment bien. Et c'était vrai. Non pas parce que je les avais vaincus. Mais parce que je n'en avais plus besoin. La blessure qui avait alimenté mes journées de 18 heures, s'était refermée silencieusement, quelque part pendant une chanson. Et ce qu'il en restait, c'était simplement les signatures d'un jeudi après-midi. Une feuille de papier scotchée au mur. Un homme, qui qualifiait mon travail de don. Et une table, que j'avais construite, assez grande, pour tout ce que le monde avait jeté dehors. Nous avons éteint les lumières nous-mêmes. Nous le faisions toujours. Ma famille m'avait appris, que la valeur de quelqu'un était une chose que l'on devait vous accorder, distribuée le long de la table, par celui qui tenait le stylo. Mais il s'avère, que l'on peut tout à fait, aller construire sa propre table. La rendre aussi grande qu'on le souhaite. Et décider calmement, de qui aura droit à une place. C'est mon histoire. Une place près de la cuisinière, une chanson dont on s'est moqué, et une salle, qui a finalement remis les choses à leur place. Si l'on a déjà mesuré votre valeur, à la taille de votre salaire, et qu'on s'est trompé, prenez cette soirée comme un signe, qu'il faut arrêter d'attendre la permission. Et construisez votre propre table. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire, cliquez sur s'abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.